Madame, Monsieur, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 29 décembre. Rétrospective en cette fin d'année 2025 avec le volet diplomatique ce soir. L'occasion de revenir sur la dynamique déployée par la diplomatie algérienne sur des axes stratégiques majeurs. Le point dans un instant. Bonne nouvelle pour les patients atteints de diabète. Un partenariat stratégique conclu entre Novo Nordisk et Saïdal permettra le lancement de la production localement des premiers stylos d'insuline. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Le mécontentement de la population est alimenté par les politiques inefficaces du Marzen et son mépris envers les revendications légitimes de la population qui demeurent sans réponse. Et patrimoine pour terminer, on vous fera découvrir le fort de Mersed Deben, un site historique construit par le Dey Hussein en 1823, un monument qui renaît de ses cendres grâce au lancement d'une opération de restauration. Bienvenue à tous. Avant de développer ces titres, d'abord cette information. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, Ahmed Attaf, a participé aujourd'hui à une réunion ministérielle du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, tenue par visioconférence. La réunion a été consacrée à l'examen des développements graves que connaît actuellement la région de l'Est de la République démocratique du Congo, ainsi qu'au renforcement du rôle et la contribution de l'UA dans l'ancrage d'une solution pacifique durable à cette crise. Dans son allocution, Ahmed Attaf a insisté sur la nécessité d'orienter les efforts de l'UA autour de l'activation et la consolidation du cessez-le-feu, du renforcement des efforts politiques et diplomatiques entre les parties en conflit, ainsi que la concentration sur le traitement des causes profondes du conflit. Il a réaffirmé également que l'Algérie demeurera constante dans son engagement en faveur d'une solution africaine à cette crise fondée sur un dialogue inclusif et le respect total des principes consacrés par la Charte des Nations Unies et l'acte constitutif jeudi de l'Union africaine. Je vous invite à l'écouter. L'Algérie estime qu'il est temps de tirer pleinement parti des mécanismes fondamentaux mis en place par l'Union africaine pour traiter cette crise prolongée dans l'Est de la République démocratique du Congo. Nous faisons particulièrement référence au cadre pour la paix, la sécurité, la coopération pour la République démocratique du Congo et la région. Dans l'actualité également, ce communiqué du ministère des Affaires étrangères en application des instructions du président de la République et dans le souci constant de prendre en charge les préoccupations des membres de la communauté nationale établie à l'étranger, notamment en ce qui concerne les facilitations des procédures liées à leur déplacement en Algérie. Les citoyens résidant à l'étranger, détenteurs de passeports étrangers en cours de validité sont informés qu'il a été décidé à titre exceptionnel de prolonger l'application de la procédure de facilitation actuellement en vigueur, leur permettant d'entrer et de sortir du territoire sans l'obligation d'obtention d'un visa, et ce jusqu'au 31 décembre 2026. Cette procédure de facilitation permet aux bénéficiaires de se limiter à la présentation d'un passeport étranger en cours de validité accompagné soit du passeport national biométrique ou de la carte nationale d'identité biométrique, même expirée à condition d'utiliser les mêmes documents lors de l'entrée et de la sortie du territoire. Nous en parlions en titre. En cette fin d'année 2025, nous continuons les rétrospectives avec le volet diplomatique ce soir. L'occasion de revenir sur cette dynamique déployée par la diplomatie algérienne sur des axes stratégiques majeurs durant l'année écoulée. Notre pays a ainsi noué des partenariats économiques efficaces et s'est affirmé comme un acteur régional influent sur la scène internationale, nous dit Amira Sefta dans ce papier. Dans un monde marqué par une polarisation croissante et des tensions géopolitiques persistantes, l'Algérie a fait le choix d'une diplomatie pragmatique, basée sur la sagesse, la retenue, la transparence et la sincérité. Sous la conduite du président de la République Abdelmadjid Tebboune, cette diplomatie vise avant tout à défendre les intérêts nationaux tout en maintenant le dialogue avec tous les partenaires, sans alignement ni ingérence.
Tout au long de l'année 2025, ce cap s'est traduit par un intense balai diplomatique. Les rencontres bilatérales entre le président Tebboune et ses homologues arabes, africains et européens ont servi de plateforme d'échange sur les grands dossiers internationaux, dans un esprit de concertation, de consultation et d'échange de vues. En Europe centrale, l'Algérie ouvre de nouvelles perspectives. Avec la Slovénie, le dialogue s'élargit aux domaines d'avenir, intelligence artificielle, énergie renouvelable et innovation. Plus à l'est, les relations algéro-biélorusses gagnent en densité. La visite du président biélorusse à Alger illustre une volonté politique partagée de renforcer les liens, concrétisés par la signature d'accords stratégiques, touchant à l'investissement, à l'énergie et à la technologie. Au cœur du bassin méditerranéen, un partenariat clé se renforce, celui entre l'Algérie et l'Italie, une relation historique qui dépasse le simple voisinage pour s'ancrer dans des secteurs porteurs, notamment l'énergie, le gaz naturel et la coopération maritime. Le président Tebboune a également marqué les esprits par sa visite à forte portée symbolique au Vatican. Une étape singulière incarnant le dialogue entre les civilisations et le respect mutuel entre les religions. Elle consacre l'image d'une Algérie attachée aux valeurs de paix, de coexistence et de diplomatie morale sur la scène internationale. Dans le monde arabe, la visite du sultan Haytham Ben Tariq a quant à elle mis en lumière la solidité des liens diplomatiques et historiques entre l'Algérie et le sultanat d'Oman, fondés sur la confiance et la convergence des positions. Sur le continent africain, Alger s'impose comme un carrefour diplomatique. L'accueil de la foire commerciale intra-africaine a ouvert de nouvelles passerelles entre dirigeants africains, mais aussi entre les acteurs économiques. Les relations entre l'Algérie et la Somalie, basées sur la solidarité et le soutien mutuel, ont connu un nouvel élan avec la visite du président somalien à Alger, visant à hisser la coopération à un niveau stratégique supérieur. Au cœur de cette dynamique, la diplomatie économique occupe désormais une place centrale. Le chef de l'État a fait de l'attractivité de l'investissement et du partenariat gagnant-gagnant des priorités, traduites par la signature de dizaines d'accords et de mémorandums d'entente. Une stratégie renforcée par l'accueil de délégations africaines et l'organisation de forums continentaux à Alger. Sans occulter les questions de mémoire et de droits des peuples, l'Algérie a également pris l'initiative d'organiser un colloque international consacré à la criminalisation du colonialisme, affirmant une position de principe sur les enjeux historiques et moraux. Refusant les logiques de bloc et d'affrontement, l'Algérie défend une diplomatie équilibrée, fondée sur le dialogue et les solutions pacifiques. Une ligne qui lui permet de s'affirmer aujourd'hui comme une voix de raison sur la scène internationale. Un acteur crédible et un partenaire fiable dans la promotion de la paix et de la stabilité. À l'extrême sud d'Ain Gzem, les enjeux du développement se concrétisent grâce à l'accompagnement de l'État. Le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables, accompagné du secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des collectivités locales et des transports, s'est rendu sur place pour s'enquérir de l'état d'avancement de plusieurs projets stratégiques. Il s'agit notamment de l'extension de la piste de l'aéroport et du lancement des travaux de réalisation d'une station d'approvisionnement en GPL. Des projets qui reflètent l'engagement de l'État pour soutenir le développement dans les régions du sud du pays, notamment dans des secteurs stratégiques comme les travaux publics, le transport, l'énergie, l'agriculture et le logement. Je vous invite à écouter le ministre de l'Énergie et des Énergies renouvelables. Cette visite s'inscrit dans le cadre des instructions du président de la République. Aujourd'hui, nous avons procédé à la pose de la première pierre, marquant le lancement des travaux de la station de gaz propane liquéfiée dans la wilaya d'Ain Gzem. Cette station bénéficiera à plus de 3000 habitants de la wilaya en leur assurant l'accès à cette ressource vitale. Par ailleurs, plusieurs programmes de développement sont prévus dans cette région, dans le secteur de l'énergie notamment, allant du renforcement des réseaux, au raccordement des zones industrielles et des exploitations agricoles. Le groupe Sonatrach a supervisé ce lundi à travers l'entreprise algérienne de dessalement de l'eau la signature de contrats avec plusieurs entreprises nationales pour la réalisation d'usines de dessalement dans les wilayas de Chlef, Mostaganem et Tlemcen, d'une capacité de production atteignant les 300 000 mètres cubes par jour chacune. En vertu de ces contrats, dont la cérémonie de signature a été présidée par le ministre d'État, ministre des Hydrocarbures et des Mines, Mohamed Arkab, en présence du ministre de l'Hydraulique et du PDG de Sonatrach, l'entreprise nationale des grands travaux pétroliers se
se chargera de la réalisation de l'usine de Chlef. La société algérienne de réalisation de projets industriels réalisera celle de Moussaganem, tandis que Cosider Canalisation prendra en charge la réalisation de l'usine de dessalement de Tlemcen. Nous disions en titre cette bonne nouvelle pour les patients diabétiques avec le lancement de ce partenariat stratégique entre Novo Nordisk et Saïdal, une coopération prévoyant le lancement de la production des premiers stylos d'insuline, ce qui devrait renforcer l'accès des malades à des traitements de pointe produits localement. C'est le reportage de Sami Darli. Regardez. Ce stylo d'insuline de dernière génération est désormais produit en Algérie. Il est le fruit du partenariat stratégique entre Saïdal, premier groupe pharmaceutique public algérien, et Novo Nordisk, pionnier mondial des traitements du diabète. C'est une journée historique parce qu'on célèbre la sortie aujourd'hui des lignes de production du site de Novo Nordisk, des boîtes d'insuline de nouvelle génération fabriquées en partenariat par le groupe Saïdal et la compagnie Novo Nordisk Algérie. Face aux défis majeurs que représente le diabète pour la santé publique, nous avons uni nos efforts et accéléré la concrétisation de ce projet. Cette initiative constitue une avancée importante pour améliorer la prise en charge des patients, renforcer la production nationale et consolider la sécurité sanitaire du pays. L'insuline de dernière génération produite par les deux partenaires a une action plus rapide, plus longue et plus physiologique. Elle offre ainsi à plus de 2 millions de diabétiques que compte l'Algérie l'opportunité d'avoir un traitement plus efficace et moins onéreux. Avec un taux d'intégration de 20% dans une première étape, la production d'insuline passera à un niveau supérieur à la faveur de l'accord de transfert technologique conclu entre Saïdal et Novo Nordisk, en vigueur depuis novembre dernier. La deuxième phase se concrétisera au complexe industriel de Saïdal à Constantine. Nous serons fabriquer les cartouches d'insuline à partir de la matière première de l'insuline fournie par Novo Nordisk, selon ce que l'on appelle le full process au niveau de l'unité de production. Au-delà de l'aspect industriel, ce partenariat consolide l'autonomie pharmaceutique nationale et s'aligne sur la stratégie de souveraineté sanitaire, assurant aux patients algériens un accès durable et sécurisé à des traitements de pointe. Développement des cultures stratégiques à Djidjel avec l'entrée prochaine en activité de l'usine de trituration des graines oléagineuses. L'usine ambitionne de répondre à une part significative de la demande nationale en huile de table, particulièrement à l'approche du mois sacré du Ramadan. C'est un sujet signé Amira Sefta. Grâce à une organisation rigoureuse et à un travail soutenu, les équipes s'activent au sein de cette usine spécialisée dans le broyage des graines oléagineuses à Djidjel, en préparation de son entrée prochaine en phase de production. Les 3 unités du complexe sont prêtes pour le lancement de la production. Nous procédons actuellement aux derniers ajustements, notamment en matière de sécurité, compte tenu du caractère stratégique de cette installation. L'usine est à 100% contrôlée par un système automatisé, reposant sur des technologies modernes. Ce projet permettra de renforcer la production nationale et de soutenir l'approvisionnement du marché. Cette infrastructure contribuera à couvrir plus de 20% des besoins nationaux en huile brute, en particulier à l'approche du mois de Ramadan. Mis en service à la fin du mois de septembre, le complexe est aujourd'hui dans la phase finale des essais avant l'entrée en production. Avec une capacité de plus de 800 tonnes par jour d'huile brute de soja, il permettra de stabiliser le marché national et d'éviter toute fluctuation. La relance de ce projet stratégique s'inscrit dans la volonté de l'État de développer les industries de transformation et de renforcer la sécurité alimentaire. Président les travaux de la Conférence nationale des établissements publics à caractère scientifique et technologique, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a indiqué que 80 partenariats exécutifs fondés sur des projets innovants ont été mis en place en 2025 dans le cadre de l'intégration des établissements de recherche dans les projets économiques. Kamel Beddari a précisé que la recherche scientifique est devenue un véritable levier de l'économie nationale innovante et un moteur de création de recherche et d'emploi. Il a également fait état que 539 travaux de recherche scientifique dans le domaine de la valorisation des résultats de la recherche en hausse de 31% par rapport à 2024, ainsi que la création de 77 équipes de recherche mixtes réparties sur plus de 600 programmes de recherche et de 134 incubateurs d'entreprises ayant attiré des investissements estimés à près de 3 milliards de dinars.
À l'étranger, Proche-Orient, 3 Palestiniens ont été blessés ce lundi lors de frappes de l'armée d'occupation sunniste contre la bande de Gaza, marquant ainsi une nouvelle violation de l'accord de cessez-le-feu. En plus de ces agressions répétées de l'armée d'occupation, les rigueurs de l'hiver aggravent davantage la souffrance de la population de la bande de Gaza. 25 personnes, dont 6 enfants, sont morts du froid depuis le début de ce mois de décembre. Maïsal Bouhla. À Gaza, la situation humanitaire est de plus en plus préoccupante. Les rigueurs de l'hiver aggravent davantage la souffrance de la population, ravagée par plus de 2 ans d'agressions génocidaires sionistes. Des centaines de milliers de déplacés vivent dans des tentes délabrées ou dans des abris précaires, carrément inondés. Les Nations Unies et les organisations humanitaires alertent sur des conditions de vie extrêmement dangereuses, notamment pour les enfants, les personnes âgées et les malades. Des décès liés au froid et à l'hypothermie ont déjà été signalés. Sur le plan alimentaire, la situation demeure également critique. La majorité de la population de Gaza fait toujours face à une insécurité alimentaire sévère, avec des taux élevés de malnutrition, en particulier chez les enfants. Cette crise est aggravée par la destruction massive des infrastructures, le manque d'eau potable et un accès à l'aide humanitaire encore insuffisant. Toutes les personnes qui vivent dans ce camp endurent un véritable cauchemar au quotidien. Du jour au lendemain, elles se retrouvent ici, sans drap, sans couverture. Regardez ces personnes âgées. Cet homme, par exemple, a plus de 85 ans et se retrouve à la rue, sans abri. Il est urgent que le monde voit cette réalité telle qu'elle est. Malgré le pseudo cessez-le-feu, l'entité sioniste continue de bombarder les civils, ce qui complique davantage l'acheminement de l'aide humanitaire. Au Maroc, la grogne sociale ne faiblit pas. Le mécontentement de la population est alimenté par les politiques inefficaces du Marzen et son mépris envers les revendications légitimes de la population qui demeurent sans réponse, nous dit Walid Benouis dans ce papier. Au Maroc, les crises successives révèlent un malaise profond. Économie sous tension, droits civils fragilisés, services publics en difficulté. Loin d'être passagères, ces situations traduisent les limites d'un système de gouvernance centralisé qui relègue au second plan les intérêts de ses citoyens. Ils ne font aucun effort pour nous. Ils viennent dans notre ville, ils prennent nos richesses, ils prennent tout ce dont dispose notre pays. De catastrophe en catastrophe, le même constat s'impose. La population est livrée à elle-même et le Marzen ne gère aucune crise. Il reste focus sur ses propres intérêts. Le toit s'est effondré, les occupants de la maison étaient à l'intérieur. Moi j'étais dehors. Ma femme a paniqué et m'a appelé. Je suis venu en courant. Selon les experts, les événements récents confirment l'enracinement d'un dysfonctionnement profond. Faute de mécanismes de contrôle et de clarté institutionnelle, les réponses se limitent à des ajustements de façade. Dans ce contexte, toute évolution réelle reste compromise. Et retour chez nous avec du patrimoine pour terminer, avec un site historique construit par le Dey Hussein en 1823. Il s'agit du fort de Marsad Dabban qui se dresse face à la Méditerranée, imposant et chargé de mémoire. L'ouvrage militaire qui a traversé les siècles renaît de ses cendres grâce à une opération de restauration, nous dit Badia Amarni dans son reportage. Regardez.
Faisant face à la Méditerranée, le fort de Mersed Debben se dresse solide, imposant et chargé de mémoire. Un ouvrage militaire qui a traversé les siècles. Construit durant la période ottomane par Hussein Pacha en 1823, il faisait partie du vaste système de défense côtière destiné à protéger la capitale des incursions maritimes. L'on y pénètre à travers un porche recouvert d'une voûte massive qui donne sur une cour où l'on trouve deux corps de logis, l'un pour la garnison, l'autre pour les officiers. Au fond, la partie abritant les canons au nombre de 14 à l'époque. La position هنا مرس الذبان كما يقولوا est stratégique. علاش؟ Parce que nous sommes au nord de Médine El Jazer. Et donc il y avait deux petits forts donc, qui sont là-bas. Et ensuite on a construit هذا en 1823. Le premier fort, Mars Debben, le Borj Mars Debben, il a été construit en 1671. C'est une date extraordinaire. Pourquoi? C'est à ce moment-là, en 1671, que l'Algérie est devenue indépendante de l'Empire ottoman. C'était la période des Dey. Et les Dey, ils étaient élus. Ce fort est le troisième construit à Reis Hamidou pour renforcer les défenses d'Alger. Il ne reste presque plus rien des deux premiers édifiés plus près de la mer, des villas coloniales ayant été construites dessus. Même à l'intérieur de ce fort, l'occupant français a introduit beaucoup de modifications, notamment sur la salle de prière qui vient d'être réhabilitée grâce à des travaux de restauration engagés par la wilaya d'Alger. Je suis, disons, un peu fier de travailler sur ce fort parce qu'on est en présence d'un fleuron de la défense maritime. Tout le travail a nécessité d'abord de retrouver toutes les traces historiques, de les restituer, de faire toute une documentation historique pour en fait lui redonner son éclat. C'est un fort donc, datant de l'époque ottomane. Donc les travaux ont démarré en novembre 2024. C'était le délai de réalisation était de 22 mois. Mais bon, on a fait des efforts pour le livrer, c'est-à-dire donc réduire les délais de 3 mois. On doit le livrer au mois de mai 2026. Donc son financement est assuré par le budget de Wilaya. Donc on a prévu d'abord un restaurant donc avec une cuisine. Il y a aussi donc une cafétéria. Il y a des espaces pour les artisans qui peuvent donc exposer leurs produits et en même temps à leur vente. Il y a donc un parking. La rénovation de ce site avec des matériaux locaux et avec une main-d'œuvre algérienne a pour objectif de l'ouvrir au public dans quelques mois et permettre aux Algériens de découvrir un pan de l'histoire de la capitale et l'une de ses plus imposantes forteresses. On essaie donc de le restaurer à l'identique qu'Imakan auparavant avec des matériaux traditionnels et des matériaux locaux. Concernant l'appellation Mersed Debben, le port aux mouches, certains historiens évoquent une erreur de prononciation. À la place de Mersed Debben, le port au gouvernail. Classé patrimoine national en 2012, le fort de Mersed Debben n'est pas un simple vestige du passé. Son potentiel patrimonial immense en fait un lieu de mémoire, de transmission et de découverte. Et avec ce pan de notre histoire, nous arrivons au terme de ce journal. Merci de l'avoir suivi au nom de la rédaction qui l'a préparé, au nom de l'équipe technique qui l'a réalisé. Excellente suite des programmes sur notre chaîne. Je vous retrouve demain à 19h. Au revoir.